C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr et son cofondateur et ancien directeur du Monde, Jean-Marie Colombani. Bonsoir à vous. Bonsoir Roselyne. Alors, 20 ans après la loi sur la laïcité, un proviseur d'un lycée parisien menacé de mort après avoir demandé à une élève de retirer son voile a démissionné. Dans ce domaine, peut-on invoquer l'esprit de défaite, expression utilisée par Emmanuel Macron à propos du conflit Ukraine-Russie? L'État a-t-il capitulé face à l'idéologie islamiste? Beaucoup le pensent et s'en inquiètent. Hier soir, le Premier ministre a réagi contre la jeune femme qui avait accusé le proviseur de l'avoir violentée. On l'écoute. J'ai décidé que l'État allait porter plainte contre cette jeune femme pour dénonciation calomnieuse. Ça me permet de rappeler que l'État, l'institution, sera toujours aux côtés de ses agents, de ceux qui sont en première ligne face à ces atteintes à la laïcité, face à ces tentatives d'entrisme islamiste dans nos établissements scolaires. La loi sur l'interdiction du voile semble rester vaine face aux intimidations. Autre inquiétude, autre déboire, le déficit public de la France, 5,5% du PIB, produit intérieur brut en 2023. Le Premier ministre veut mener une réforme de l'assurance chômage et tailler dans les dépenses sociales avec une question encore ouverte. Pourra-t-il éviter d'augmenter certains impôts des riches, notamment quant à la classe moyenne? Il promet de ne pas y toucher. Première ligne rouge, c'est de ne pas augmenter les impôts des classes moyennes, des Français qui travaillent ou des Français qui ont travaillé toute leur vie et qui, mais gagnent toujours un peu trop pour avoir des aides, mais jamais assez pour pouvoir s'en sortir convenablement tout seul. Donc ça, c'est ligne rouge. Deuxième ligne rouge, je n'augmenterai pas les impôts pour ce qui permet de financer le travail des Français. On en parle avec nos invités. Carole Barjon du Nouvel Obs, bonjour à vous. Bonjour Roselyne. Bruno Jeudi, directeur de la Tribune Dimanche. Bonjour Roselyne. Bonsoir. Et Éric Leboucher, éditorialiste économique aux Échos et à l'Opinion. Merci à vous d'être sur ce plateau. Bonsoir, merci. Et à la fin de l'émission, Véronique Reissoult avec sa chronique sur les réseaux. Alors, le proviseur du lycée Ravel à Paris a décidé de donner sa démission après des menaces de mort. Est-ce un aveu d'échec pour la République? Carole, vous êtes spécialiste de l'éducation et c'est un sujet qui vous passionne. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, le fait que Gabriel Attal, hier, ait cru bon de dire quelques jours après les incidents, et peut-être un peu trop tard après les incidents aussi, que l'État portait plainte contre cet élève qui avait donc refusé d'enlever son voile, et ensuite où il y a eu des menaces sur les réseaux sociaux, ça prouve bien que le problème aujourd'hui, malgré la loi de 2004, qui finalement est appliquée convenablement dans une majorité d'établissements, mais ce type d'incident se multiplie malgré tout beaucoup. Et ce qui change les choses aujourd'hui, c'est qu'on n'est plus dans l'enceinte de l'établissement scolaire seulement, où un proviseur doit faire preuve d'autorité, etc. Et évidemment soutenu par sa hiérarchie rue de Grenelle, ce qui n'a pas toujours été le cas dans le passé. Là, aujourd'hui, ce qui change, c'est qu'on sort de l'enceinte des établissements scolaires à cause des réseaux sociaux. Et donc, d'une certaine façon, on passe d'une discipline qu'il faut respecter à l'école presque au domaine régalien. Et la réaction de Gabriel Attal le prouve. Donc c'est compliqué, parce qu'avec les réseaux sociaux, si vous voulez, on voit bien que tout ce qu'avait mis en place Jean-Michel Blanquer, par exemple, avec des commissions sur la laïcité, des formations à la laïcité pour les enseignants, manière de sensibiliser également la hiérarchie de la rue de Grenelle à faire attention au signalement émis par les établissements. On voit bien que dans ce genre de cas, ça ne suffit pas. Oui, donc il y a une forme d'impuissance. Et c'est vrai que la décision de ce proviseur, de se mettre en retraite anticipée, parce qu'il a peur, il l'a dit, parce qu'il ne se sentait pas en sécurité, c'est un signal épouvantable adressé à tout le corps enseignant, à un moment où, je le rappelle quand même, on manque de professeurs et il y a un problème de recrutement et de proviseurs également. Jean-Marie, c'est un climat de peur, bien sûr, qui règne. Est-ce que l'école est devenue une cible des islamistes dans la société? Oui, enfin, on voit bien qu'il y a des offensives, comme une sorte de stratégie de coup d'épingle de milieux, j'imagine, salafistes ou intégristes musulmans,
provoque et à chaque fois teste pour savoir où va se situer le niveau de résistance. C'est très compliqué, comme le dit Carole, parce que le jeu des réseaux sociaux vient compliquer tout cela. À ça, il faut ajouter aussi les menaces d'attentats, puisqu'il y a je ne sais pas, une centaine de menaces d'attentats, de coups de fil, de messages qui annoncent des attentats, etc., qui contribuent aussi à créer ce climat. Et puis, il y a à l'intérieur de l'école, par contre, un problème qui est toujours pendant et qui est aigu, et qui est le problème du contenu de certains enseignements. Et donc, du refus par certains d'écouter ou d'assister à certains enseignements. Ça, c'est évidemment un problème majeur. Il y a une loi sur le séparatisme. On a beau faire des lois, des textes, etc. C'est vraiment une question de temps et de pédagogie et de fermeté aussi. Mais je crois que maintenant, tout le monde est convaincu par la fermeté. Ce qu'il y a, c'est qu'auparavant, on disait oui, mais il y a la consigne, c'est pas de vague. On est au-delà du pas de vague, là, puisque l'État est présent, l'État s'est mis en mouvement, la plainte est déposée. Il y a même eu des interpellations sur d'auteurs de menaces qui ont été interpellés. Les syndicats sont présents, le gouvernement l'est aussi. Donc voilà, c'est un problème d'une infinie complexité qui réclame en effet de la fermeté, mais on ne sait pas vraiment comment. Il n'y a pas de recette magique, quoi. C'est compliqué. Bruno, le rectorat invoque, je cite, cette démission pour des convenances personnelles au vu des événements qui ont marqué, ça fait rire Carole, qui ont marqué ces dernières semaines. Donc là encore, c'est le fameux pas de vague, c'est-à-dire qu'on ne nomme pas les choses. Oui, alors il y a une différence entre la réaction du rectorat qui est en dessous de tout et les réactions de la ministre et du Premier ministre. Je pense qu'il y a encore quelques bureaucrates et en plus il n'y a plus de recteur, faut-il le rappeler, à Paris en titre. Donc il y a quelques bureaucrates du côté du rectorat de Paris qui euphémisent encore un phénomène qui ne l'est plus au niveau du sommet de l'État et c'est l'essentiel. Écoutez, 120 ans presque après la loi de 1905, la laïcité est plus que jamais un combat en France. Voilà, elle est devenue. On a traversé différentes périodes de notre histoire et aujourd'hui, même 20 ans après la loi, je crois que c'est le 15 mars que la loi de 2004 sur le féroce à l'origine. Hein. Bon, à l'origine, combat féroce. En 2004, lorsqu'il y a la loi, on sait que c'est aussi à la suite de l'affaire du voile de Creil qui a duré beaucoup trop longtemps avant que Jacques Chirac ne décide de passer aux actes. Et finalement, cette loi s'applique, il faut le dire, sur une grande partie du territoire. Mais il y a évidemment quelques territoires qui sont aujourd'hui devenus des cibles des mouvements islamistes, radicalisés et autres. Voilà, et donc il faut rien lâcher de territoire. Et c'est vrai que Gabriel Attal, sur ce terrain-là, a toujours montré beaucoup de fermeté. Donc le fait de contre-attaquer avec une plainte hier soir, c'était aussi pour rattraper ce que vous venez de dire et l'impression de flottement qu'il y a eu pendant quelques jours, puisque les faits remontent au 22 février, il me semble. Est-ce que cette loi, cette laïcité, Éric Le Boucher, elle est dans le fond pas comprise par certains compatriotes d'origine musulmane? Pas seulement compatriotes, elle est mal, c'est une loi très française, qui est mal comprise, notamment dans tous les milieux anglo-saxons, et particulièrement aux États-Unis, où la séparation de l'Église et de l'État ne se fait pas. Alors que aux États-Unis, on jure sur la Bible. Voilà, et alors, bon, donc ce qui, sans doute, complique un peu l'affaire, parce qu'il faut faire comprendre à des musulmans qui, naturellement, à qui on enseigne que Dieu est supérieur à la République, c'est ça, et que non, et qu'en plus, la République est supérieure à la religion. Donc c'est doublement complexe. Mais moi, je m'interroge, je ne sais pas s'il faut être très pessimiste là, à cause de cet événement, ou au contraire, de voir si c'est une des piqûres, comme disait Jean-Marie, de dernières attaques, que au fond, quand même, la laïcité, est en train de s'imposer dans ces milieux, dans l'école. J'ai l'impression que Carole est dubitative face à l'optimisme d'Éric. Oui, je ne suis pas pessimiste par nature, mais honnêtement, il faut pas oublier qu'au-delà de ce qui vient de se passer et qui sont donc des incidents liés à la tenue d'un élève ou d'une élève, il y a aussi, et il y a eu des études et des rapports là-dessus, une autocensure des professeurs
sur ce dont parlait, ce qu'a évoqué Jean-Marie tout à l'heure, c'est-à-dire les contenus. Certains enseignements, notamment, on le sait très bien, en histoire. Pour moi, c'est le plus grave. Et ça continue. L'autocensure des profs. Et ça, c'est très, très grave. Oui. Alors, il y a un climat de peur. Ce qui est compliqué, c'est que, comme l'évoquait Éric, pour nous, enfin pour le commun des mortels, ceux qui vivent, qui sont nés dans la laïcité en quelque sorte, la laïcité et les lois qui sont là pour faire appliquer la laïcité, c'est une émancipation, c'est une garantie d'émancipation, c'est une garantie de liberté. Pour ceux qui découvrent ces lois, c'est au contraire vécu comme une contrainte. Et ce sont des contraintes. Pour des gens qui veulent s'habiller de telle ou telle façon, on leur dit non. Ce sont des contraintes. Et c'est cette juxtaposition-là qui est compliquée, qui est difficile. Et donc, il n'y a guère que le temps qui va pouvoir permettre d'absorber et infiltrer cette laïcité au fur et à mesure des générations qui auront été éduquées dans la laïcité et non plus dans des enseignements qui, pour le moment, relèvent de propagande, parce qu'il y a quand même des propagandistes qui essayent par tous les bouts d'affaiblir le système. Alors, le tweet de Marine Le Pen, évidemment, qui s'est saisi de l'affaire, je ne sais pas si on peut le voir à l'antenne. Voilà. Après les assassinats de Samuel Paty et Dominique Bernard par des islamistes, un proviseur démissionne, menacé de mort pour avoir fait respecter la laïcité. La loi contre le séparatisme censée mettre l'islamisme à genoux n'a servi à rien. Ce gouvernement est incapable de protéger nos écoles. Bruno, bien évidemment, elle fait son... Oui, elle fait son opposante, l'expression à genoux. Bon, là, elle en rajoute beaucoup. Moi, je crois quand même que... Du pain je ne sais pas si j'irais comme Éric jusqu'à dire qu'on est en train de sortir de ça, mais bon, de toute façon, on sait que les phénomènes de sécularisation sont lents. Enfin, forcément, ça prendra du temps. Et donc, c'est un combat. C'est un combat qui va être long, qu'il faut mener. Et il faut que les gouvernants ne lâchent pas. Je trouve qu'après un Emmanuel Macron qui a longtemps procrastiné en la matière, aujourd'hui, la loi de la séparatisme, contrairement à ce que dit Marine Le Pen, est une loi importante parce que ça a permis de clarifier vraiment la pensée macroniste sur ce sujet. Et maintenant, tout le monde est aligné. Et c'est vrai que Gabriel Attal, de ce point de vue-là, est assez irréprochable. Alors, c'est vrai que Gabriel Attal semble en tout cas avoir une volonté, le fameux pas de vague, c'est lui qui le dit aussi. Mais il a des actes. La baya, c'est un acte que n'avait pas fait son prédécesseur Papendiaï. J'entends bien, mais alors le fait qu'il démissionne, c'est un très mauvais signal. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont essayé de le retenir, ou il s'est senti en danger, ou il s'est dit, dans le fond, je ne veux pas mettre le lycée où je travaille en danger. Bon, il était près de la retraite, mais enfin, ça donne un signal quand même assez... Je ne connais pas la situation personnelle du proviseur par ailleurs. De toute façon, le signal est très mauvais. Non, mais on ne connaît pas, parce que peut-être que lui-même aussi était fatigué par un travail qui... Non, mais le travail de proviseur est devenu très difficile. Et Dominique Bernard, on peut se dire... Je dis simplement, je ne connais pas la situation personnelle du proviseur par ailleurs. Mais de toute façon, le simple fait qu'on soit dans cette situation, c'est assez écœurant. On ne devrait pas être dans cette situation-là. Après, il peut y avoir aussi des fatigues d'un carrière qui a 3 mois de le fait que des personnes qui sont convaincues d'avoir balancé ces menaces de mort soient interpellées et vont devoir répondre de cela devant la justice, déjà, c'est un progrès. Il faudra voir les sanctions. Oui, d'accord, mais en attendant, passer devant un juge, c'est déjà quelque chose, je veux dire. Donc, ça n'est pas mettre comme on dit toujours, faire semblant ou mettre la poussière sous le tapis, selon l'expression qui est aujourd'hui la plus utilisée. L'autre sujet, c'est le déficit qui inquiète. Gabriel Attal veut s'attaquer à l'assurance chômage en réduisant encore la durée d'indemnisation. Je vous rappelle qu'il avait été baissé de 28 mois de 28 à 18. Je dis une bêtise? Non, c'est ça. Non, c'est ça. Mais en tout cas, il a dit pas en dessous de 12 mois. On l'écoute. Pardon, c'est la réaction. Pardonnez-moi, je me mélange les pinceaux. On écoute la réaction de Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT. Je crois que sur le fond, l'obsession du gouvernement pour les privés d'emploi vire maintenant aux troubles obsessionnels. C'est clair, il y a de très bons psychiatres, je recommande au gouvernement parce que ça s'inscrit en dehors de toute rationalité économique. Il n'y a aucune étude économique qui démontre qu'en tirant les droits des privés d'emploi vers le bas, on crée de l'emploi. Au contraire, qu'est-ce qu'on fait? On force à accepter n'importe quel emploi et on tire les salaires vers le bas. Alors, on pose la question à l'économiste. Vous avez entendu Sophie Binet. L'assurance chômage, faire cette réforme, bonne ou mauvaise idée?
Moi, je pense que c'est une bonne idée. Je ne pense pas qu'il y ait aucune étude économique qui prouve ce qu'a dit Madame Binet. Au contraire. Donc elle la sort de nulle part. Non, mais vous savez, les études économiques, il y en a qui disent blanc et il y en a qui disent bleu et d'autres rouge. Donc, voilà, il y a tout à prendre. Il suffit de chercher, on trouve. Non, la question fondamentale, c'est du niveau de travail en France. Est-ce que les gens vont se remettre à travailler ? C'est ce pourquoi Emmanuel Macron a été élu et ce à quoi tient beaucoup Gabriel Attal. Parce que c'est vrai que si on remet les gens au travail, beaucoup de choses vont se régler. D'abord le déficit, on va peut-être en reparler, mais aussi le moral de la nation. Si on a quand même vécu 2 ou 3 générations de chômage où le grand-père est au chômage, le père est au chômage et le fils pense qu'il va être au chômage, ou la fille. Et donc, ça casse quand même le moral de la France, qui, on le sait, est un pays le plus pessimiste au monde, plus que le Rwanda ou plus que le Soudan du Sud. Donc, mettre les gens au travail est fondamental. Il faut utiliser, moi je suis assez d'accord avec ça, tous les moyens pour remettre les gens au travail. Alors après, l'argument peut porter, puisque la croissance est faible, donc on va avoir un peu moins de création d'emplois. Donc est-ce bien le moment de laisser les gens, de réduire la durée d'indemnisation ? Eh ben, je crois que oui quand même. Parce que je crois qu'effectivement, il y a énormément d'emplois disponibles. Et il y a plein de gens au chômage encore, donc il faut... Y compris des patrons qui n'arrivent pas non plus à recruter. Oui, c'est ça, donc il faut pousser un peu pour que les gens aillent au travail. Je ne suis pas du tout contre. Alors, une fois de plus, le gouvernement va être accusé de taper sur les plus pauvres, les chômeurs, et coup de barre à droite, quoi. C'est ça qu'on oui, entend déjà. c'est surtout un moment, c'est à contre-temps. Parce que quand vous êtes, en effet, comme l'évoquait Éric, quand vous êtes dans une situation où l'emploi reprend, la croissance reprend, on crée des emplois, c'est évidemment une période où on peut se dire on va donc alléger les prestations chômage parce que de toute façon, les gens vont passer très vite du chômage en l'emploi. Or, ce n'est plus alors c'est ce qui se produisait il y a encore quelques mois. Donc il y a encore quelques mois, on pouvait entendre ce raisonnement. Ce qui se produit aujourd'hui, c'est un peu l'inverse, c'est une croissance ralentie et à nouveau, on retrouve une augmentation du chômage. Donc au moment où le chômage augmente, c'est l'inverse qu'on attend. C'est plutôt une protection supplémentaire pour ceux qui vont être au chômage. C'est en tout cas ce qui se pratiquait en France et ce qui même était la doctrine du gouvernement auparavant. Donc c'est cette incohérence-là qui est... Plus encore, si vous regardez, quand même, on sort d'une période où on a eu le Secours catholique, le Secours populaire, les Restos du Cœur qui nous ont alertés chaque jour davantage sur le fait qu'ils étaient pris d'assaut par des populations nouvelles et qu'il y a donc objectivement, visiblement, une augmentation de la pauvreté. Et donc là, cette mesure va créer à nouveau une nouvelle catégorie de précaires ou d'ultra-précaires ou de pauvres. Donc ça ne va pas. Le choix du moment n'est pas le bon. Après, c'est vrai que la question est celle de la quantité de travail, mais là-dessus, et pour moi, le problème principal, je pense que là-dessus, au moins, Éric sera d'accord, le problème principal, c'est celui du décrochage de l'Europe entière vis-à-vis des États-Unis. Les États-Unis sont repartis de l'avant, et si on regarde sur 7 ou 8 ans, le revenu moyen des Américains a plus fortement augmenté que le revenu moyen des Européens. Oui, mais simplement, qu'est-ce qu'il y a de différent aux États-Unis ? C'est un truc inaudible ici. Ce qu'il y a de différent aux États-Unis, c'est l'immigration. Oui. Et l'immigration, elle apporte une quantité de travail qui participe à la croissance et qui renforce les États-Unis. Mais on vous dit ça en France sur l'Europe, horreur, malheur, parce que ça n'est pas le catéchisme du Front National qui est aujourd'hui devenu la pensée dominante, voire la pensée unique. Bruno, je dis c'est pas le bon moment, et d'un autre côté l'actualité et donc notamment les chiffres de l'INSEE, donc avec cette annonce de ce déficit à 5,5. Donc, alors, il y a eu pire. Hein. Je crois que c'était en 2000, ils avaient même envisagé que ce soit peut-être 6. Il y avait eu des rumeurs comme quoi, finalement, ce serait peut-être un peu moins. Mais ça reste un mauvais chiffre. Ça reste un mauvais chiffre et ça reste surtout un mauvais chiffre. Mais le timing, est-ce que le timing est... Moi, je suis assez d'accord parce que si on reprend l'histoire de ces réformes du chômage, de l'assurance chômage successives depuis 2017, puisqu'on en est à plusieurs, la dernière fois, Olivier Dussopt expliquait exactement ce que vient de dire Jean-Marie Colombani, à savoir que, oui,
dit, là, nous sommes dans une phase de baisse du chômage, donc on va ajuster les curseurs en fonction de quand ça monte ou ça baisse, on jouera sur la protection. Ah, le problème, c'est qu'on a changé de Premier ministre, on a changé de ministre du Travail, et un an plus tard, grosso modo, je crois que c'est fin de l'année, début de l'année 2023 que la réforme s'est mise en place, la précédente, et hop, on change de logique. Donc, je pense qu'en termes de discours vis-à-vis d'ailleurs d'une grande partie des électeurs d'Emmanuel Macron, notamment ceux qui étaient sur son flanc gauche, je crains qu'il déboussole un peu une partie de son électorat. On va dire que c'est la logique de Gabriel Attal qui met le gouvernail un peu plus à droite dans le en même temps. Il y a une logique, et je trouve que c'est assez cohérent avec ce qu'ils font depuis le début, mais dans le timing, c'est pas idéal. Et puis, à quelques mois dans l'exécution, c'est pas parfait. D'accord avec ce qu'a dit Jean-Marie. C'est plutôt en période d'embellie qu'on peut informer mais de l'embellie, il y en a sur le chômage. Il y en avait une. Il y en avait une quand même un peu. Oui, mais elle était post-Covid. Puis, ce qui me chiffonne, c'est que il s'agit aussi pour le gouvernement de trouver de l'argent. On a beaucoup parlé du déficit, de la dette, etc. Ce qui me chiffonne, c'est que vraiment aucune autre piste ne semble être explorée. Alors, taxer les riches, les super-profits, il n'est pas question. Augmenter les impôts, il n'est pas question. Il n'a pas fermé la porte. Oui, enfin, a priori, ça n'a pas l'air d'être la piste privilégiée par Emmanuel Macron. Donc, moi, ce qui me gêne, c'est qu'on n'est pas vraiment étudié d'autres pistes. Par ailleurs, on sait très bien qu'il y a un souci, c'est-à-dire que réformer l'indemnisation du chomage, peut-être. La durée, oui. Mais alors, à ce moment-là, qu'on aille fouiller un peu dans ce que tous les chefs d'entreprise disent, c'est-à dire qu'il y a quand même une inadéquation entre la qualification des gens qui cherchent du travail et ce dont ont besoin les entreprises. Oui. Alors, et ça, Gabriel Attal n'en a pas dit, mais ça, c'est l'école, ça. Pas un mot. C'est pas les entreprises, c'est l'école. Pardon ? C'est l'école qui ne fabrique pas des gens. Non, c'est la formation professionnelle. Oui, c'est ce que j'appelle l'école. Mais c'est ça. Oui, c'est pas tout. C'est après l'école, quand même. C'est après l'école. Mais alors, dans le fond, quelles sont les autres solutions ? Parce que il y a effectivement les solutions de droite qui est on tape dans l'assistanat et la gauche, on taxe les riches. Voilà. Donc là, aujourd'hui, Emmanuel Macron et Gabriel Attal sont quoi ? Au milieu du... Il coupe la truc en deux. Je crois que Emmanuel Macron hésite depuis, fait un peu du en même temps. Mais non, les impôts, il ne veut pas y toucher. Je crois que c'est sa marque de fabrique de départ et je crois que ça enverrait un très mauvais signal international, pour le coup, y compris au marché, que de dire on va taxer le capital. Je rappelle que le capital en France est taxé plus que dans tous les autres pays européens. Donc ce serait en rajouter. Non, la situation, elle est sérieuse, comme a dit Gabriel Attal. La France est quand même le pays qui taxe le plus au monde, qui dépense le plus au monde et qui fait un gros déficit. Pas le plus du monde, les États-Unis font un déficit bien supérieur au nôtre. Mais cette espèce d'État qui n'a cessé de gonfler depuis maintenant 50 ans, je rappelle que la dernière fois que le budget est en équilibre, c'est en 1974, l'arrivée de Giscard d'Estaing, la dernière année, disons, de Pompidou, 50 ans. 50 ans. À ce moment-là, la dette était 15% du PIB. Elle est aujourd'hui de 110. En gros, une année de PIB travaillée pour comment dit-on, pour le roi d'Espagne. Enfin, donc, pour moi, la vraie question, c'est mais est-ce qu'on n'a pas gonflé et les recettes et les dépenses beaucoup trop et que derrière ça, on peut raboter ici, faire un peu moins de social, faire un peu d'impôts sur les riches, etc. Sûrement un peu, mais fondamentalement, le problème, il est, à mon avis, beaucoup plus lourd. Le problème, quel est-il ? C'est que depuis 50 ans, on a eu l'impression de vivre de crise en crise, donc on a protégé les gens en faisant un système social qui s'est gonflé, et donc les impôts se sont gonflés en parallèle. Et aujourd'hui, il ne s'agit plus de crise du système, on sauvegarde le système ou on sauvegarde le mode de vie, mais d'un mode de vie qui va changer
complètement et d'un système qu'il faut refaire. Donc il faut que l'État, au lieu de protéger les gens, réinvestisse sur l'avenir. Donc c'est ça qu'il faut décider. Est-ce qu'on accepte ça, de se projeter sur le climat, de se projeter sur le numérique, de se projeter sur la défense, oui ou non? On ne peut pas faire les deux. Donc ça pose une énorme question des mentalités dans ce pays. Et aucun homme politique ne pose cette question parce qu'aucun homme politique n'ose dire aux Français « Écoutez, on va peut-être réviser vraiment beaucoup ce qu'on vous donne. » Vous allez vivre moins bien. On a même eu un exemple cette semaine. Vous allez vivre moins bien. On a même eu un exemple cette semaine. À peine Bruno Le Maire avait concédé que le dérapage budgétaire, constatant le dérapage budgétaire un matin cette semaine sur une radio, envisageant éventuellement des solutions qu'on soit pour ou qu'on soit contre, notamment sur la TVA. Sur la TVA et sur les dépenses médicales en fonction de faire payer en fonction des revenus, qu'une heure plus tard, devant le groupe parlementaire, il rétropédalait déjà. Donc on voit bien que la réponse est dans la question, qu'il n'y aura pas beaucoup de courage dans ce pouvoir pour s'attaquer vraiment à la défense publique. Mais il n'est pas le premier. Ça fait 50 ans que c'est comme ça. Giscard attribuait sa défaite à Raymond Barre. Et lequel Raymond Barre avait dit aux Français « Nous vivons au-dessus de nos moyens ». Ça, déjà exactement ce que vient de dire Éric. Mais ça a été la défaite, en effet. Donc électoralement, ça me paraît très, très compliqué. Mais le Premier ministre ne ferme tout de même pas la porte à l'idée de... Il le dit d'ailleurs, il dit « Faites-moi des propositions crédibles sur l'idée de taxer les riches ou les super profits ». Mais le ministre des Finances non plus, dans son livre qui vient de sortir, page 68, je peux même vous dire, si vous regardez bien, il donne sa préférence pour la TVA. Il dit s'il y a un impôt à augmenter, puisque ce serait la TVA, c'est ce qu'il dit. Oui, c'est vrai. Non, mais la France est championne des prélèvements sur le capital. Elle est championne des prélèvements sur le travail. Elle n'est pas championne de prélèvements sur la consommation. Donc, ce que disent les gens de Bercy, c'est il y a un trésor là. On va en prendre sur la TVA. Il faut poser la vraie question. C'est qu'est-ce qu'on dépense, pourquoi on dépense, qu'est-ce que fait l'État? Est-ce que l'État est là pour protéger les gens ou est-ce que l'État est là pour investir sur l'avenir? C'est ça la vraie question. Mais quand on entend justement Bruno Le Maire dit en finir avec l'État-providence pour avoir un État protecteur, dans le fond, elle est où la différence? C'est un peu le début d'une réflexion autour de ça, je pense. Oui. Pensez? Mais sur les impôts des riches, alors c'est là aussi où c'est compliqué. C'est la même chose que sur sur les indemnisations chômage. On peut dire c'est pas le moment. Ou plutôt, là, en l'occurrence, ce serait le moment de taxer les riches. Parce qu'effectivement, globalement, dans le monde, l'impôt sur les profits a plutôt baissé depuis 30 ans et l'impôt sur les revenus ont plutôt... Les revenus des ménages, les salaires, etc., ont plutôt baissé. Donc il faudrait rééquilibrer ça globalement, dans le monde entier, très certainement. Il faut imposer plus les riches, ce qu'a commencé à faire Biden, on verra s'il va le faire, mais, et imposer plus les grandes entreprises, au moins sur un seuil, un plancher. Donc il faut le faire mondialement. Mais en France... Le débat est compliqué puisque nous sommes déjà très en avance par rapport aux autres. On taxe déjà beaucoup plus. Donc retaxer en plus par rapport au niveau où on est déjà au plafond, c'est là où c'est très compliqué. Les débats sont très compliqués. Oui, mais ça rappelle la phrase de Georges Marchais, il faut aller chercher l'argent là où elle est. Là où elle est. Mais lui, il situait au-dessus de 4 000. Je prends tout, disait-il. Au-dessus de 4 000 francs. Je prends tout. François Hollande a dit 4 000 euros. Oui, alors Hollande a dit 4 000 euros. C'est pas tout à fait la même chose. Mais l'autre grand problème français, c'est que les Français sont quand même réfractaires à la prise de risque. Oui. Donc, par leur épargne, ils ne prennent pas de risque, ils ne financent pas les entreprises. Ils souscrivent des assurances-vie, ils achètent des immeubles, de l'immobilier, etc. Donc, la charge de prendre des risques est transférée à l'État. C'est donc l'État qui prend des risques au bénéfice d'un certain nombre d'entreprises. C'est pour ça que vous avez ce volant énorme d'aide aux entreprises, énorme, d'argent consacré à l'aide aux entreprises, parce que l'État se substitue à des Français qui ne veulent pas prendre de risques. Ça, c'est une des composantes aux banques françaises qui ne prêtent pas de risques. Oui. Mais ça, c'est une des composantes, alors pour le coup, presque identitaire, pour parler comme aujourd'hui sur la France. Donc ça, c'est aussi un problème énorme. Et on ne sache pas qu'Emmanuel Macron ait réglé ce problème, parce qu'au départ, il avait l'idée de
débloquer un peu les choses, il n'a pas fondamentalement débloqué cet aspect. On ne change pas les mentalités. Et la seule innovation forte dans ce domaine, elle vient de François Hollande, c'est la BPI. La BPI qui fait ce boulot, et heureusement qu'elle est là. Mais ça n'est pas du tout ce qu'a fait le camarade Macron. J'ajoute que dans la situation politique d'Emmanuel Macron, et à ce moment de son deuxième mandat, à quelques semaines des européennes, manier le symbole de l'augmentation des impôts, ce serait précipiter encore un peu plus un électorat bourgeois, de droite, un peu plus vers les extrêmes, et l'écarter encore un peu plus de l'actuel pouvoir. Il faut voir aussi que c'est quand même une promesse majeure d'Emmanuel Macron. Alors ce ne serait pas le premier président à le faire. Nicolas Sarkozy, en 2010, en préparant ce budget, il a dû revenir sur sa promesse lui-même après la crise des subprimes et la crise financière qui s'en est suivie. Mais ce serait un symbole politique qui achèverait une partie du macronisme et de l'un des symboles de sa politique depuis 2017. Donc en vérité, la situation est extrêmement compliquée, complexe. Oui, il faudrait que le débat porte sur le rôle de l'État, en fait. C'est ça. À quoi sert l'État ? Est-ce qu'il sert à protéger les gens ou à préparer l'avenir ? C'est une question simple. Est-ce qu'on dirait pas que l'État... Réponse compliquée, mais question simple. C'est trop grassouillet et l'argent est mal distribué, en fait. Est-ce que... Tout. Il y a trop d'argent, il est trop taxé, on dépense trop, on dépense mal, on s'endette... On s'en est plutôt bien parce que les gens de Bercy, là, ils sont très, très, très forts. Et c'est pour ça qu'en même temps, quand Gabriel Attal dit que le problème est sérieux, il n'est pas alarmant non plus. C'est pas, il y a tellement d'argent dans le monde, il faut bien qu'il se place quelque part. Il se place d'abord en Allemagne, mais enfin, tout ne va pas aller en Allemagne. Je rappelle que les États-Unis sont un déficit de 7,5%, comparé à nous, 5,5%. Donc, c'est pas la même taille, la même population. C'est surtout pas la même monnaie. C'est-à-dire que la même monnaie. Le dollar, ils sont tout seuls à l'avoir. Donc, mais c'est un problème sérieux, en effet, comme l'a dit. Mais il faudrait arriver quand même à préparer mieux l'avenir. Moi, je suis très, très un peu tourné vers ça. Le débat devrait... Non, c'est ça. Le débat sur la dette devrait... Comment voulez-vous, Éric, qu'on avance sur ce terrain-là de mieux préparer l'avenir, alors qu'il y a eu le Covid, c'est l'État protecteur qui s'est imposé. Non, mais les jeunes veulent qu'on investisse sur le climat. Voilà un électorat qu'il faut mobiliser, à condition qu'il vote. Mais il devrait voter, c'est à lui de voter. C'est ça l'avenir, c'est quand même eux qui le feront et qui le subiront, si je puis dire aussi. C'est à eux de voter, donc c'est à eux de porter cette voie-là. Et on accueille Véronique Reissoult pour la politique sur les réseaux. Bonjour. Alors, vous allez nous parler de votre chronique, mais sur la RATP d'abord. Mais je voulais juste parce que c'est le sujet de notre discussion, je crois que dans votre sondage Backbone Consulting pour le Figaro, il est dit que une partie des Français font plus confiance au Rassemblement national et aux écologistes pour gérer le budget de la France, en quelque sorte. Le déficit, oui, tout à fait. Mais ils n'ont plus tellement confiance dans le gouvernement, encore moins confiance dans les partis politiques qui ont été au pouvoir, et cette petite musique qu'on entend régulièrement pour justifier et pour expliquer la réalité du vote ou des intentions de vote Rassemblement national s'est retrouvée sur le sujet du déficit, puisqu'en fait les Français se disent on n'a jamais essayé, donc peut-être qu'eux ils vont bien gérer. Et c'est vrai aussi pour les écolos, en se disant dans le fond les écolos non plus n'ont jamais été c'est bien la preuve que au les gens pouvoir. lisent pas les programmes. C'est bien la preuve que les gens ne lisent pas les programmes, mais étonnamment, en revanche, pour préparer ce sondage, j'étais assez étonnée de l'excellente connaissance que les Français ont de l'économie, des différentes versions, bleu, blanc, rouge, des différentes couleurs qui existent, mais sont assez pointues. Mais en revanche, comme il y a quelques internautes qui maîtrisent bien et que les autres commentent, voilà, ça donne des discussions qui parfois sont un peu décalées. Donc voilà.
Alors, vous allez nous parler de la RATP. Je vais vous Mon parler Dieu, de la pourquoi RATP. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous avez parlé des réseaux sociaux et de l'école, où on parle à chaque fois des réseaux sociaux. On sait que c'est là où s'expriment les Français. Alors, il y a les fake news, il y a des manipulations, il y a des horreurs et du harcèlement, mais il y a aussi tout simplement les Français qui s'expriment pour dénoncer des choses qui les choquent. Et la RATP et la SNCF sont dans une petite tourmente qui pourrait sembler anecdotique, mais qui ne l'est pas. Alors d'abord, juste pour vous replacer les faits, il y a un monsieur qui prend le train et qui se voit affublé d'une amende. Alors je vous le dis parce qu'on ne le voit pas là, mais SNCF et ses contrôleurs qui ont le don de vous faire détester le train. J'ai échangé ma place que j'ai payée en seconde avec la place d'un monsieur qui l'a payée en première car il voulait être à côté de son fils qui était en seconde. Eh bien, pour ces charmants contrôleurs, je voyage en billet 270 € d'amende. Ils m'ont menacé de résilier mon abonnement et d'appeler les flics. On pourrait se dire, bon, c'est la vie quotidienne des tas de Français avec les contrôleurs. Sauf que ce petit message, eh bien, dans le message suivant que je vous ai pris, dites-vous qu'il a obtenu plus de 4 millions de vues en quelques heures. Ouais, aujourd'hui, on est à 12 millions de vues. Et en gros, c'est l'audience de Koh-Lanta quand même. Et donc, les internautes commençaient à dire, un spot de pub, ça coûte 667 000 € pour une amende à 270 €. Peut-être qu'on aurait pu se poser la question. Donc là, vous dites, la SNCF va bouger vu le nombre de vues. Mais oui, la SNCF bouge. Et hop, que font-ils ? Ils disent, toutes nos confuses, on est désolé pour cette situation désagréable et les 2 voyageurs concernés, le PV est annulé. Donc là, vous dites, c'est bon. bien. C'est bon, c'est calmé. Mais le problème, c'est que quand vous avez lancé la machine, vous avez lancé la machine. Donc en fait, après la SNCF, il y a des gens qui ont pris le même message et qui ont dit « Ah, mais moi aussi avec RATP ». Et donc, nous avons eu un petit message de Inès qui dit « J'ai vécu une verbalisation honteuse hier soir, gare de Lyon, en sortant du métro 14, contrôlé et amendé 25 € pour avoir pris un escalier en sens interdit, escalier qui serait en sens unique depuis une semaine. Payé 84 € par mois, n'est-ce pas assez ?» Donc évidemment, là aussi, énormément de vues. On est à 3 millions de vues en quelques heures. Donc là, vous vous dites, quand même, ça craint un peu. Ils vont bouger. Mais en fait, c'est les médias qui bougent parce que se passe-t-il ? Quand vous avez un mouvement aussi fort, les médias s'intéressent au sujet. Et donc, Le Parisien sort 2 enquêtes, une première de papier. Le premier dit certains ont le sang chaud, ces contrôleurs SNCF cow-boy toujours prêts à dégainer les amendes. Et un autre qui disait ça pousse à faire des PV à la RATP, les contrôleurs touchent 10% des recettes des amendes. On a plus de 1 million de vues sur TikTok. On a des milliers de partages sur les réseaux sociaux. Donc l'affaire s'emballe au point où certains disent à la SNCF aussi, apparemment, aux États-Unis, le même mécanisme des 10% donc d'intéressement a produit une explosion des amendes, des preuves fabriquées par les policiers, des violences et des ressentiments. Évidemment, c'est les minorités qui trinquent le plus. J'imagine même pas que ça puisse arriver en France. Beaucoup d'informations, beaucoup de sujets autour évidemment des minorités. Donc j'ai été regarder les volumes quand même, c'est pas anecdotique. Pour vous donner une idée, la polémique Sciences Po qui est un petit curseur au niveau du bruit que ça a fait sur les réseaux, on était à 200 000 messages. Là, Nestlé et les eaux contaminées, 80 000 messages. RATP, SNCF, 80 000 messages. 72 000 sur Lactalis. Donc ça vous donne une idée de l'ampleur du sujet. Et on sait qu'il y a une réalité qui est plus qu'importante, c'est que arrivent les JO. Donc, les réseaux sociaux n'ont pas de frontières et donc il y a une réalité qui est les uns et les autres s'inquiètent. Go, dépouiller les touristes pendant les JO. Ces bâtards, pendant les JO, le nombre de touristes qui ont zéro connaissance pour l'achat des tickets vont tellement se remplir les poches, c'est malsain de fou. Oh là là, pendant les JO, on va se mettre bien. Enfin bref, voilà. Je n'ai pas choisi ceux où ils s'exprimaient forcément le plus en français, mais globalement, énormément de messages. Ça dérape même jusqu'à, tant qu'on y est, on va se poser la question de l'image de la France. Et oui, figurez-vous qu'à l'approche des JO, la RATP fait des gros efforts. Donc, bref. Et donc, on a... C'est l'usure des sièges. C'est l'usure des sièges en métro. Sur une ligne. Et c'est pas les pires. C'est que de l'usure. C'est banquette. Non, c'est banquette sont comme ça. C'est banquette sus comme ça. Il manque quand même quelque chose à votre démonstration, Véronique. Personne n'incrimine Madame Hidalgo. Non, pour une fois, elle n'était pas dans le coup, là. C'est que la SNCF. Je vous passe parce qu'il y a aussi beaucoup de messages sur le fait que M. Castex, qui avait été Premier ministre... Mais en fait, c'est plus pour vous dire qu'il y a une réalité qui est... les Français s'expriment là, il faut les écouter, il faut comprendre. Et il y a quelque chose qui inquiète les uns et les autres. Alors après, quand fait le reputation score de SNCF et RATP, il y a le avant, ils étaient à 5,5. Aujourd'hui, ils sont à 5, ils sont en train de descendre. Et il va falloir quand même qu'ils réagissent parce que globalement, le sujet a l'air plus
plus léger qu'il ne l'est en vrai. Aux États-Unis et au Japon, ces messages ont été repris. Il y a une espèce de bashing de la France qui s'installe. Il y a une réalité de la relation que les Français ont avec les pouvoirs publics et avec les services publics. Et donc, au moment où on leur demande de faire un effort, ces petites anecdotes d'amende à 25 € parce que vous n'avez pas pris le bon sens qu'il fallait d'un escalier, ou 270 € parce que vous avez gentiment échangé votre place avec... je vous passe le truc parce que ça dure longtemps, la discussion sur les réseaux, mais le monsieur avec qui il avait échangé est venu prendre sa défense. Voilà. Bref. Racontez-nous, Bruno. Non, mais sur les amendes, vous épargnerez les miennes. Et on découvre, parce que c'est ça aussi les réseaux sociaux, il y a le pire, mais c'est notre société en 3D, il y a le pire, il y a aussi la réalité de la vie quotidienne. Et donc, les uns et les autres venaient abonder, chacun avec des anecdotes les plus improbables possibles, avec la SNCF ou la RATP, avec des retards non annoncés, non remboursés, avec des billets pris, mais bon, bref. Il y a de quoi se régaler sur la vie de la SNCF et de la RATP, mais globalement, ce sont des sujets de crise qui devraient être pris au sérieux. Voilà. Pas simplement, on va vous rembourser, oui, c'est bien, mais le sujet... En fait, on est dans un monde un peu, ça fait un peu vieux con, mais vieille conne en l'occurrence, mais j'ai envie de dire, c'est comme à Baltimore, il n'y a pas que les ponts qui s'écroulent partout, on a le sentiment d'un truc général où tout va... Moi, je suis moins sévère que ça pour prendre beaucoup les transports en commun. Et Dieu sait qu'ils sont assez un peu pénibles en ce moment avec la perspective des Jeux, parce qu'ils sont obligés de les remettre beaucoup. Non, mais c'était ça, c'est pour ça que c'était notable parce que ça a commencé début mars, en gros, la deuxième semaine de mars. Mais ça ne fait que continuer. Ça correspond au moment où c'est au moment des JO. Ils sont en train de préparer les rames, rajouter des rames, et il y a des travaux qui sont faits. Je pense que c'est très mal expliqué par les directions. C'est pour ça que je dis c'est un sujet sur les réseaux sociaux. On a l'opportunité de parler aux gens, de leur parler bien et de ne pas les prendre pour des abrutis, juste leur expliquer, quoi. Et en fait, les gens, ils comprendraient très bien. Ok, merci Véronique. Merci à tous et merci à Flore Simon pour avoir préparé cette émission. Merci à tous. L'actualité africaine, c'est tout de suite sur France 24. À la une ce soir. On peut dire clairement que la pression est sur le ministère. Politique, économie, développement, art, toute l'actualité africaine est sur France 24. Sur le terrain, nos journalistes interviennent dans chaque pays, dans chaque région, pour témoigner de l'émergence d'un continent aux richesses inégalées. L'Afrique, c'est une histoire que nous écrivons ensemble pour vous sur France 24. Journal de l'Afrique, restez avec nous, l'info continue sur France 24. Liberté, égalité, actualité.